Situé sur l'Atlantique, entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, Fort Boyard bloque l'entrée, le pertuis, du golfe de Marennes et de l'estuaire de la Charente, un fleuve navigable jusqu'à l'intérieur des terres. Ici, 160 000 mètres cubes de matériaux, représentant plusieurs milliers de tonnes de roches, surgissent de la mer pour s'élever à une hauteur de 20 mètres. L'ensemble est d'autant plus impressionnant quand on l'imagine battu par les flots les nuits de tempête. Mais comment cet édifice a-t-il pu être construit en pleine mer ? Sous la maçonnerie, au fond de l'eau, se trouve la base essentielle sur laquelle est posée l'architecture. Un énorme banc de sable aux formes étranges, long de plusieurs dizaines de mètres, étendu à 4,50 mètres de la surface à marée basse. Ce banc de sable, perdu au milieu de l'océan, a une longue histoire derrière lui. Une histoire que le géologue Éric Chaumillon connaît bien. Le banc de sable sur lequel est construit le Fort Boyard n'a pas toujours été exactement à l'endroit où il est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on regarde des cartes anciennes, des cartes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, mais on s'aperçoit qu'il était localisé un peu plus à l'ouest. Donc tout se passe comme si ce banc de sable, progressivement, rentrait dans la baie de Marennes-Oléron. Dans la passe, le sable bouge, se déplace au gré des courants pour venir se déposer sur les côtes, comblant les golfes et les estuaires. Aussi fou que cela puisse paraître, autour de Fort Boyard, la longe bouge encore. La longe de Boyard se déplace aujourd'hui encore, c'est-à-dire qu'il y a une partie du banc qui va vers l'île d'Aix et il y a une partie du banc qui va vers l'île d'Oléron. En 1585, un marin néerlandais, Lucas Janson, signe une carte intitulée « Carte des côtes et des îles du Poitou à la rivière de Bordeaux ». Il signale un haut fond dangereux entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. L'aventurier la surnomme Benjaert, le banc en néerlandais. Elle deviendra plus tard Benjaert Hollandis, le banc des Hollandais. Puis la longe de Boyard sur les cartes françaises, la grande aventure débute. La longe de Boyard représente un véritable danger parce qu'en fait, c'est un haut fond important qui est plusieurs mètres au-dessus des fonds environnants et surtout qui est en face de l'estuaire de la Charente. Les hauteurs d'eau sur le banc n'arrêtent pas de varier. À marée haute, bien sûr, il y a plus d'eau. À marée basse, il y a moins d'eau. Et à marée basse, quand c'est des forts coefficients de marée, il y a vraiment très peu d'eau. Donc là, les dangers de s'échouer sur le banc sont importants. Ça représente un danger pour la navigation. Le banc de sable n'est donc pas très propice à la construction d'une mégastructure en pierre de taille. Pour que l'on envisage d'y construire un fort, il fallait que les marins français y voient un intérêt. En fait, la marine royale va vite être sous pression. Ses ennemis se rapprochent de plus en plus des côtes charentaises. Or, c'est précisément dans l'estuaire de la Charente que Louis XIV a décidé d'implanter un arsenal capable de lui donner des navires de guerre dignes de ce nom. Louis XIV y joue un rôle majeur dans la fortification des frontières du royaume et il joue aussi un rôle majeur dans la mise en place d'une marine de guerre. Parce que Louis XIV, c'est le premier, c'est le plus grand en tout. Donc s'il est le plus grand sur terre, il doit être aussi le plus grand sur mer. Dès son avènement en 1660, le célèbre roi Soleil exprime le souhait de lancer la construction d'un site militaire et industriel capable d'assembler et d'armer des vaisseaux de guerre à la chaîne. C'est le site de Rochefort qui est choisi. Préféré au site de Brouage dont le port fortifié par Richelieu s'est ensablé, ce site est repéré puis définitivement choisi en 1665. Implanté dans une boucle de l'estuaire de la Charente, à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres, il offre tous les avantages. La première raison qui a poussé à faire le choix de Rochefort, c'est son emplacement sur le littoral. Ici, on est au milieu du golfe de Gascogne, et donc à l'époque de Louis XIV, relativement près de l'Espagne. Et en fait, quand on regarde les côtes de France, il n'y a pas tellement d'endroits qui permettent d'avoir une rade
et un endroit protégé à l'intérieur. Finalement, quand ils ont regardé, ils ont fait une enquête très approfondie. Et cette partie de mer protégée par l'île d'Oléron, l'île de Ré et l'île d'Aix constituait un espèce d'écosystème parfaitement cohérent et protégé. Donc ça, c'est déjà une très bonne raison pour avoir choisi de faire l'arsenal de Rochefort à cet endroit. Entre 1666 et 1690, un gigantesque complexe militaro-industriel voit donc le jour au fond de l'estuaire de la Charente. Les ouvriers de l'arsenal ne chôment pas. On a construit environ 500 navires de tout tonnage dans cet arsenal de Rochefort, donc c'est pas rien quand même. Au fil des années de guerre, l'ennemi s'est fait de plus en plus pressant, et l'importance stratégique de Rochefort en fait une cible prioritaire pour les ennemis du royaume. La destruction de la nouvelle cité, et surtout de ses arsenaux, serait une catastrophe. Il faut absolument défendre l'embouchure du fleuve des assauts venus de l'océan. Car une fois assemblés, les vaisseaux quittent l'estuaire pour être ancrés dans la rade de l'île d'Aix. C'est là qu'ils sont armés, qu'ils reçoivent leur ravitaillement en vivres et en eau douce. Les plus gros bateaux de fret, revenant à Rochefort, alourdis par leur cargaison, jettent également l'ancre face à l'estuaire. Cette vaste zone de mouillage est vulnérable. Il faut la protéger en bâtissant un réseau de forteresses littorales. C'est la ceinture de feu de la mer des Pertuis. En quelques dizaines d'années, de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, plusieurs forts sont construits pour boucler l'accès à l'estuaire de la Charente en tentant d'empêcher la circulation des navires ennemis entre les îles. Parmi ces édifices défensifs, une petite merveille posée sur l'eau, Fort Louvois. Le petit frère de Fort Boyard, construit lui aussi au milieu des flots. Édifié sur un rocher immergé à marée haute, entre l'île d'Oléron et le bassin de Marennes, ce fort, à l'aspect médiéval, est construit à partir de 1691 sur un bloc rocheux formé par la sédimentation de coquillages et de vases. L'ingénieur François Ferry se charge d'en effectuer les plans et dessine un édifice de forme ovale, sur 2 niveaux, pouvant chacun abriter des pièces d'artillerie de marine. À marée basse, une chaussée de 400 mètres devra le relier au continent. Le défi à relever est de taille. Les difficultés à construire une citadelle en pleine mer sont énormes. À chaque reflux de la marée, pas moins de 1000 ouvriers s'activent. Mais le travail s'avère vite colossal. À la pose de l'ultime pierre des fondations, le 20 octobre 1691, la moitié du budget total est déjà engloutie. Il faut revoir les ambitions de l'architecte à la baisse. Vauban, commissaire général des fortifications, reprend les travaux. Seule la moitié de l'ovale est réalisée, donnant au fort une forme de fer à cheval. Un seul étage de canon sera édifié. Et donc on construit ces fortifications de façon très rapide, parfois trop rapide. Il y a des accidents, des pans de murs qui s'écroulent parce qu'on construit trop vite. On est sous la pression des événements, mais on le fait quand même. Et à la fin du règne de Louis XIV, on peut dire que globalement, ce dispositif de sécurisation de l'estuaire de la Charente est globalement achevé dans les conditions techniques possibles de l'époque. Pourtant, malgré la construction de cette ceinture de forts, l'estuaire de la Charente n'est toujours pas totalement protégé des attaques ennemies. Le point faible du dispositif défensif est bien connu, la longe de Boyard. Si les navires anglais se présentent devant le Pertuis d'Antioche, ce couloir maritime entre l'île de Ré et l'île d'Oléron, ils déboucheront sur les 2 passages menant à l'estuaire de la Charente, le bras de mer entre Fouras et l'île d'Aix, et surtout celui beaucoup plus large entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Pour interdire le Pertuis, il faudrait bâtir une fortification sur la longe de Boyard. Mais il y a un problème.
Le lieu où pourrait être implanté ce fort est plus près de l'île d'Oléron que de l'île d'Aix. Avec une portée maximum de 1500 mètres, l'artillerie de l'époque est incapable de croiser ses feux et d'interdire le passage de l'ouest, le plus profond. Et donc l'idée qu'on pourrait installer des canons sur la longe de Boyard fait son chemin. Mais très vite, on se rend compte que c'est quasiment impossible. D'ailleurs, on prête à Vauban ce mot assez fameux qu'il aurait rétorqué à Louis XIV, lui parlant de ce projet de fortification de la longe de Boyard. Il lui aurait dit: sire, il serait, de mon point de vue, plus aisé d'aller saisir la lune avec les dents que de faire en pareil endroit une telle besogne. En réalité, ça n'a pas été possible au XVIIe, ça ne l'était pas non plus au XVIIIe, et il faudra attendre le XIXe pour que les choses se lancent vraiment. Au début du XVIIIe siècle, la construction d'un fort sur le banc de Boyard n'est donc pas encore envisageable. D'autant que le roi a les yeux rivés sur la fortification de la rade de Cherbourg, exposée aux attaques anglaises. Faute de moyens financiers et technologiques, le projet Boyard est donc abandonné. Pourtant, son intérêt stratégique devient de plus en plus évident. On commence à fortifier l'île d'Aix relativement tôt, dès le règne de Louis XIV. Mais les Anglais veillent au grain. Ils ont bien compris que l'île d'Aix était un endroit absolument stratégique et ils ne vont pas laisser les Français développer quelque chose de trop conséquent. En 1757, ils font un raid et en 1 heure de temps, ils rasent tout ce que les Français avaient construit. La marine royale française est dans un tel état de décrépitude que 20 frégates anglaises, embarquant près de 10 000 hommes, pénètrent dans la rade des Basques. Le débarquement permet de détruire la batterie présente sur l'île, mais les raids ne sont pas censés s'arrêter là. Leur but, c'est bel et bien Rochefort qu'il s'agit de détruire. Pour les Français, il faut défendre l'arsenal. L'alerte a été très chaude et ça relance cette vieille idée qu'il faut absolument fermer le passage entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, en construisant un fort sur ce banc de sable. Les conceptions de création des fortifications au début du XIXe siècle, elles ont quand même pas mal évolué depuis la création de la ceinture de feu de l'estuaire de la Charente, avec ses forts en demi-lune, avec des donjons. Là, on part plutôt sur des bases différentes, avec des fortifications qui sont plus massives, où les batteries d'artillerie ne seraient pas disposées sur des plateformes à ciel ouvert, mais qui seraient dans des logements qu'on appelle des casemates. On s'approche progressivement de la conception d'un navire de guerre, mais qui serait construit en pierre, et qu'on pourrait implanter sur cette longe de Boyard. Mais le projet, évalué à 4 millions de livres, 9,5 millions d'euros, reste très cher. Pour le mener à bien, il faudra beaucoup d'argent et une volonté politique très forte. À la veille de la Révolution française, la ceinture de fer des Pertuis ne protège toujours pas totalement Rochefort. Les fortifications peinent à remplir leur rôle défensif. Les côtes de Charente sont donc toujours à la merci des Anglais. Cette situation est loin de satisfaire un artilleur émérite, général de son état. Il s'appelle Bonaparte. En 1801, premier consul Bonaparte, qui connaît bien l'artillerie, forme une commission pour qu'on réfléchisse à la protection de l'arsenal de Rochefort et de la rade de l'île d'Aix. Bonaparte, c'est l'homme des grands projets. En 1787, il a mené une expédition en Égypte. C'est une France qui, à la fin de cette période révolutionnaire, s'est enrichie. Il y a des moyens technologiques, des moyens financiers, parce que les armées françaises ont ramené du butin un peu partout de leur campagne militaire à l'intérieur de l'Europe. Il y a de l'argent, il y a de la puissance, il y a de l'autorité. C'est le bon moment pour lancer un projet aussi déraisonnable. Ces projets hors normes, ils ne peuvent exister que dans des moments hors normes. En 1801, une commission étudie la construction de 2 ouvrages. L'un sur l'îlot d'Ainet, l'autre sur le banc de Boyard. Le fort de la longe de Boyard sera massif, à 2 niveaux et en forme d'anneau elliptique. Il devrait mesurer 80 mètres de long sur 40 mètres de large. Un monument ambitieux, 2 fois plus long et large que l'Arc de Triomphe de Paris. Pour l'édifier, le plus difficile est de créer une assise solide en pleine mer, à 5 mètres sous l'eau. Le fort Boyard va donc être construit sur du sable, au milieu de la passe, posé sur un enrochement artificiel de 150 mètres de long sur 150 mètres de large. Pour se lancer dans un projet aussi délirant que celui du Fort Boyard, il faut aussi une maîtrise technique très forte. Ça tombe bien, on est aussi dans un moment
où on forme des ingénieurs avec une culture théorique beaucoup plus forte qu'avant. Et c'est vrai qu'au moment du consulat et au début de l'Empire, on a un corps d'ingénieurs qui est extrêmement aguerri, extrêmement bien formé et dont l'information technique est au top pour se lancer dans des grands défis comme celui de la construction du Fort Boyard. Et la première fois que vraiment on imagine un fort complètement adapté à l'artillerie du temps de la fin du XVIIIe, c'est Fort Boyard. Si le sommet du banc constituerait l'endroit idéal pour édifier le fort, la portée des canons de l'époque oblige à le centrer dans la passe. Il sera donc édifié sur un enrochement artificiel situé 1 kilomètre plus au nord. Ce nouveau positionnement place le fort à 2900 mètres de l'île d'Aix et à 2400 mètres de l'île d'Oléron. Le projet de Boyard, en fait, il repose sur un principe extrêmement simple, c'est qu'on a un banc de sable, il y a à peu près 4,50 m à rattraper pour atteindre le niveau de la mer. Donc on fait un gros tas de cailloux. Et sur ce tas de cailloux, on construit une plateforme en pierre de taille, et sur cette plateforme, on construit un fort. Dit comme ça, c'est pas compliqué. Dans les faits, évidemment, c'est un peu plus difficile. Alors imaginez la création d'un récif artificiel qui ait les dimensions d'un terrain de football et surtout auquel on puisse faire adopter une configuration relativement homogène de niveau pour pouvoir se lancer dans la construction d'un fort. Très vite, on va se rendre compte que techniquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Le premier problème est simple. La partie de la longe où doit être implanté le fort ne se découvre pas à marée basse et reste située à 4,50 m de profondeur. Les défis techniques et financiers sont tout simplement colossaux. Même Napoléon est obligé de composer un peu avec la nature. Même si les surcoûts des travaux liés à la nouvelle implantation sont considérables, le premier consul Bonaparte valide le projet le 7 février 1803. 10 navires sont affectés aux premiers travaux. 16 sont encore en construction en Bretagne. Le chantier, perdu au milieu des flots, est loin de tout, et surtout de Rochefort. Il lui faut une base arrière. Et on va choisir d'implanter un camp de base du chantier à l'embouchure d'un chenal navigable sur l'île d'Oléron, le chenal de la Pérotine. On va se servir de crochets, de chaînes pour la manutention des pierres, etc. Donc sur ce site de Boyardville, on a à la fois des logements pour les ouvriers, on a à la fois une sorte de petit bâtiment d'état-major où les ingénieurs vont être logés. Tout ça pour faire qu'on ait le maximum de ressources humaines et de postes de commande à proximité du chantier. Les pierres de l'enrochement viendront de la carrière située sur la pointe de Coup de Pont, sur l'île d'Aix. Les pierres de meilleure qualité, utilisées pour le bâti, viendront des carrières de Saint-Savinien-sur-Charente ou de Crasane. C'est une carrière qui a été exploitée sur un peu plus d'une centaine d'hectares et jusqu'à 18 mètres de profondeur. Les hommes taillaient des blocs qui faisaient de 300 kg pour les plus petits blocs jusqu'à 5 tonnes pour les plus gros. Et ces blocs étaient acheminés par le fleuve Charente, qui est à peu près 800 mètres d'ici à vol d'oiseau. Utilisées depuis le 1er siècle de notre ère par les légionnaires de Rome, les pierres calcaires des carrières de Crasane ont servi à l'édification des monuments gallo-romains de la région, comme l'Arc de Triomphe ou l'amphithéâtre de la cité de Medialanum Saintonum, sainte aujourd'hui. Au Moyen Âge, les blocs composés de 98% de calcaire, très recherchés pour la finesse et la densité de leurs grains, partent sur les chantiers de construction des cathédrales. Et c'est donc tout naturellement que ce matériau sera utilisé pour l'édification des forts charentais, dont le célèbre Fort Boyard.
Cette pierre de Crasane, elle a une particularité. Elle durcit avec le temps. Contrairement à beaucoup de pierres calcaires, ici on a une pierre qui se bonifie avec le temps. En 4 à 5 années, elle devient dure sur les 2 premiers millimètres de son épaisseur. Et ceci lui confère une parfaite résistance aux intempéries, aux assauts de l'air salin, au flux et au reflux des marées. C'est une pierre qui a beaucoup servi dans la construction des forts charentais, que ce soit Liédo, Fort-Rennette et bien sûr, le mythique Fort Boyard. Mais au début de l'année 1804, il paraît clair que les canons français ne suffiront pas à protéger les travaux. Installées sur l'île d'Aix et à la pointe des Sommonards, les batteries ne peuvent pas atteindre la longe de Boyard. Mais le vrai problème est encore ailleurs. L'ennemi numéro 1 de ce chantier, ce sont les tempêtes en hiver, qui viennent disperser tous les cailloux qu'on a déversés sur le banc de sable, et il faut tout recommencer, quoi. Donc c'est vrai qu'être responsable d'un chantier pareil, avec un patron qui s'appelle Napoléon, c'est pas forcément facile, quoi. Donc ça va pas mal se succéder, il va y avoir pas mal de démissions, en effet. Malgré les difficultés, à la mi-mai 1804, un bloc de plus de 7 mètres, tiré de l'île d'Aix, est coulé sur le banc de Boyard au centre du futur fort. Il est muni d'une balise en fer afin de servir de point de repère. À la fin de l'année 1804, 10 000 mètres cubes de pierre, équivalent à plus de 20 000 tonnes de matériaux, le poids de 454 semi-remorques, ont été déversés sur la longe. On a un chantier qui, finalement, va évoluer au rythme des marées. À marée haute, on vient immerger des blocs de pierre. À marée basse, on vient débarquer des ouvriers pour qu'ils puissent agencer ces blocs de pierre, les déplacer, faire en sorte qu'ils soient le mieux organisés les uns par rapport aux autres. On va également essayer de les solidariser avec des appareillages en fer, des chaînes, des feuillards de fer. En 1805, 26 000 mètres cubes ont été déversés. L'année suivante, 16 000 mètres cubes renforcent encore l'enrochement, qui apparaît désormais nettement à marée basse. La construction de la première assise débute avec des blocs de 3 mètres cubes. Plus de 6 tonnes. Une première assise apparaît. Mais les blocs qui la composent sont balayés comme des fétus de paille au cours d'une tempête au mois d'octobre 1806. L'enrochement est bouleversé. Durant l'hiver 1807, les ingénieurs constatent que les 60 000 mètres cubes de pierre acheminés sur place s'enfoncent. L'assise disparaît. Et très vite, finalement, on se rend compte que le chantier est titanesque. Et puis, on construit ces fondations du Fort Boyard comme on avait pu construire les forteresses littorales au temps de Louis XIV, c'est-à-dire sous la pression des Anglais. Et tout ça entraîne des retards assez considérables. Les moyens manquent. La guerre administrative entre civils et militaires bat son plein. Le chantier traîne en longueur. Certains bateaux sombrent avec leur chargement et leur équipage avant même d'avoir atteint le chantier. L'enrochement artificiel s'avère des plus instables. Les courants marins le soumettent à rude épreuve. C'est un peu le mythe de Sisyphe, il faut sans cesse recommencer. La pierre qui est arrivée en haut, quand on revient la fois suivante, elle est à nouveau arrivée en bas. Construire un fort en pleine mer, c'est compliqué, parce qu'il faut acheminer tout sur place, parce qu'on est soumis aux marées, mais aussi parce que les tempêtes emmènent l'essentiel du travail réalisé. Et pendant des mois, on va acheminer des pierres et qui, en une nuit, peuvent être dispersées tout autour du banc de sable. C'est presque un symbole de la volonté de l'État d'être plus fort que la nature. Et Napoléon, ça, c'est lui le plus fort, quoi. Comme Louis XIV était aussi le plus fort, sauf que face aux forces de la mer, même Napoléon, il va devoir composer. Au mois d'août 1808, Napoléon vient en personne constater le retard pris par le chantier. Il vient voir le chantier de Boyard. Et il peut aller sur l'enrochement, ce qui veut dire qu'il était déjà suffisamment avancé pour qu'à marée basse, on puisse y poser un empereur, ce qui est quand même déjà un signe. Et il va accepter donc la réduction du format du fort, à peu près de moitié. En revanche, il valide l'architecture générale du fort. Il faut construire un fort qui aurait l'aspect d'un vaisseau de guerre de 74 canons environ, un vaisseau avec 3 ponts, 2 ponts couverts, un pont supérieur sur lequel on disposerait aussi de l'artillerie. Ce serait un fort donc, qui aurait la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, légèrement allongé avec les 2 extrémités arrondies. Voilà, il valide l'ensemble du projet. Le chantier se poursuit
jusqu'au printemps 1809, où, une énième fois, les Anglais sont présents au large de l'île d'Aix, dans la mer des Pertuis. 1809, l'année terrible pour le projet Fort Boyard. Le 1er avril, 2 navires anglais surprennent les ouvriers engagés sur l'enrochement de Fort Boyard. Ils parviennent facilement à les chasser et font débarquer des hommes qui saccagent le chantier. Comme prévu, les canons français de l'île d'Aix et de la pointe des Sommonards sont impuissants à les atteindre. Mais le plus grave est à venir. Le 11 avril, 76 navires battant pavillon anglais approchent de l'île d'Aix et viennent s'ancrer sur la longe de Boyard. En face, les Français n'alignent que 12 vaisseaux et 4 frégates qui bloquent l'accès à la rade mais sont incapables de manœuvrer. Les Anglais chargent 50 navires d'explosifs et les lancent droit sur la flotte française. C'est le drame. Les brûlots enflamment les navires français qui finissent par s'échouer. À la suite de cette déconvenue magistrale, Napoléon va décider d'ajourner le chantier du Fort Boyard parce qu'il est désormais établi qu'on est dans l'impossibilité finalement de conduire ce chantier en sécurité. Les Anglais sont les maîtres partout. Pour protéger Rochefort, Napoléon entreprend donc la construction de 2 forteresses plus modestes. Le fort Hennette, implanté entre les îles d'Aix et la presqu'île de Fouras, et le fort Liédo. Un véritable complexe défensif bâti sur l'île d'Aix. Mais l'empereur ne sera pas le maître d'œuvre du fort de la Longe de Boyard. Les travaux sont définitivement suspendus le 31 décembre 1809. Ils auront coûté 3,5 millions de francs, plus de 7 millions d'euros dépensés en pure perte. Malgré ces coûts astronomiques, on pourrait croire que le projet serait définitivement abandonné. Erreur. Le projet Fort Boyard est loin de tomber dans l'oubli. Même si plusieurs rois et un empereur s'y sont cassés les dents, un nouveau souverain, Louis-Philippe, pense achever en beauté les travaux entrepris par ses prédécesseurs. Mais peut-il réussir là où tous les autres avant lui ont échoué ? Au milieu du XIXe siècle, un événement favorise la poursuite et l'avancée des travaux sur la Longe de Boyard, la révolution industrielle. Le chantier réouvre ses portes en 1841. Sur place, à marée basse, émerge encore un stock de pierres de taille battues par les flots. On a désormais des ingénieurs hydrographes qui sont capables de créer des cartes très précises. Et on va se rendre compte que le récif artificiel qui avait été aménagé en 1809, il s'est enfoncé. C'est pas forcément étonnant, puisque la Longe de Boyard, c'est du sable. Il s'est enfoncé environ d'1,50 m par rapport aux indications qu'on avait en 1809. Donc ça veut dire que si on veut relancer le chantier, il faut repartir de là où on vient. C'est-à-dire il faut à nouveau apporter des matériaux, parachever le récif artificiel avant de pouvoir se projeter dans la construction du Fort Boyard. Techniquement, il faut d'abord aplanir la surface de l'enrochement. Des murets d'1 mètre de haut sont réalisés au moyen de sacs de toile remplis de ciment hydraulique formant des caissons. Ces caissons de 8 mètres cubes sont remplis de béton et de chaux hydraulique et recouverts de ciment à prise rapide. Cette structure alvéolaire artificielle est renforcée par une risberme, sorte de ceinture de pierre de 2 mètres de large, elle-même entourée d'énormes blocs en pierre de 15 mètres cubes. Il est ensuite prévu de réaliser une base en pierre de taille jusqu'à 2 mètres au-dessus des plus hautes mers. Cette structure doit mesurer 65 mètres de long sur 35 mètres de large. On dispose heureusement de nouvelles technologies, comme des mortiers hydrauliques, des chaux hydrauliques, qui vont avoir la capacité, la possibilité de prendre très vite, notamment le temps d'une marée basse, et puis de ne pas se désolidariser des pierres lorsque la marée haute arrive et que le chantier est submergé. Et puis on a une usine qui se met en place à Boyardville, et on recommence à héberger des ouvriers pour le chantier, et on recommence cette alternance, immersion de blocs à marée haute, transport d'ouvriers à marée basse,
pour aller organiser les pierres et puis couler le mortier. On a véritablement une relance du chantier sur les bases de 1807, 1808, 1809, mais avec de nouvelles technologies. Seulement voilà, le sort et la politique française en décident autrement. Au mois de février 1848, Louis-Philippe est renversé. En décembre, Louis-Napoléon, neveu de Bonaparte, devient le prince-président de la Deuxième République qu'il met à bas en 1851 pour devenir Napoléon III. Le nouvel empereur a bien l'intention d'achever en beauté l'œuvre de ses prédécesseurs. Ces ingénieurs vont suivre le plan de 1841, largement inspiré de celui de 1801. Le fort adoptera la forme d'une ellipse élevée sur 5 niveaux de 4 mètres de hauteur, ouverte sur une cour intérieure large de 12 mètres. Un grand escalier monumental plongeant dans la mer sera construit à l'ouest. Conçu comme un navire de guerre, le Fort Boyard devra pouvoir fonctionner en parfaite autonomie. 3 citernes d'eau de pluie d'une contenance de 325 000 litres, 13 magasins et soutes seront donc aménagés lors de la construction de l'assise. Au rez-de-chaussée, 22 casemates d'un peu moins de 5 mètres de large et 8 de profondeur s'ouvrent sur la cour. Les murs d'enceinte, construits en pierre de Crasane, font 2,30 mètres d'épaisseur à la base, car le fort devra également résister aux vagues de tempête. La pression de l'eau sur les parois pouvant atteindre 30 tonnes au mètre carré. Entre 300 et 500 ouvriers vont se relayer jour et nuit sur ce chantier hors norme. Un escalier monumental plongeant dans la mer permet d'accéder au fort. Le rez-de-chaussée est achevé à la fin de l'année 1852. Le premier étage, à 9 mètres au-dessus des plus hautes eaux, est bouclé en 1854. En 1855 et 1857, le deuxième étage à 14 mètres de haut et la terrasse à 19 mètres sont achevés. Au sous-sol, les soutes permettent de stocker le charbon, les munitions, les vivres et l'eau potable. Au rez-de-chaussée, des bureaux, une cuisine, une prison, des magasins d'artillerie et 12 canons de 36 mm seront installés. Les premiers et deuxième étages pourront recevoir 44 obusiers de 22 mm, mais seront surtout dédiés au logement d'une garnison qui pouvait compter jusqu'à 264 hommes en temps de guerre. Enfin, au sommet du fort, une terrasse est conçue comme une véritable plateforme d'artillerie. 18 canons de 36 mm y seront installés sur des rails de pivotement. Point culminant de l'édifice, une tour de vigie sera construite à 29 mètres de hauteur. Mais assez curieusement, cette tour de vigie permet de surveiller aussi bien les 260 hommes en garnison que l'ennemi venant du large. Les travaux s'achèvent en 1857. La construction d'un port composé de 2 jetées de 30 mètres de long pour 4 mètres d'épaisseur à la base et d'une digue perpendiculaire fermant le Havre est décidée. En 1860, côté Pertuis d'Antioche, un éperon est adossé à l'enrochement afin que les vagues viennent s'y briser. Car le fort peut être plongé au cœur d'incroyables tempêtes qui le font osciller, donnant le mal de mer à ses occupants. Dans l'estuaire de la Charente, il n'est pas rare que les services de la météo marine enregistrent des vagues d'une hauteur de 3 mètres pesant jusqu'à 6 tonnes au mètre carré. Récemment, au cours d'une tempête, des vagues de 10 mètres ont touché les côtes, exerçant une pression de 12 tonnes au mètre carré. 12 tonnes au mètre carré. Le poids de 2 éléphants mâles sur un carré d'1 mètre de côté. Une puissance extraordinaire, capable de soulever des blocs de granit de plusieurs centaines de kilos et de les déplacer comme s'il s'agissait de simples galets.
À Boyard, il a donc fallu construire solide, très solide même. Si l'architecture du fort se veut résolument austère et militaire, les maçons et les tailleurs de pierre y réaliseront néanmoins quelques prouesses. Tout l'art de l'assemblage, hérité des bâtisseurs de châteaux forts et de cathédrales. C'est vraiment des tailleurs de pierre exceptionnels qui ont réalisé les travaux avec des arcs comme ça, qui sont extrêmement bien faits, avec des joints vifs, comme on dit, c'est-à-dire on met le moins de mortier possible. C'est vraiment la taille qui fait que les deux pièces s'assemblent comme deux pièces de puzzle. Alors c'est fait essentiellement pour des raisons de résistance et de solidité, parce qu'on sait très bien qu'un fort en mer va être très très sollicité et qu'il va falloir mettre le maximum de résistance. Effectivement, c'est un chantier de prestige. C'est un chantier qui, quelque part, manifeste le génie des ingénieurs français. On passe assez sous silence le fait qu'on a eu moult difficultés pour le mener à bien. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il est relancé en 1841, on va aboutir en 25 ans, ce qui semble tout à fait raisonnable pour un chantier de cette dimension-là. Le 6 février 1866, Fort Boyard est officiellement achevé. Au total, 8,6 millions de francs auront été dépensés pour sa construction. 2 milliards d'euros. Le résultat est fantastique. L'édifice, bâti contre vents et marées, mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 29 mètres de haut par endroit. Les murs d'enceinte épais de plus de 2 mètres sont percés de 74 embrasures pouvant accueillir les pièces d'artillerie. Tel un vaisseau de guerre, le fort dispose de 3 niveaux de tir et peut faire feu de tous les côtés. Cette réalisation, aboutissement de plus de 2 siècles de réflexion architecturale, fait la fierté de l'État. Le ministre de la Marine commande même à l'arsenal de Rochefort une maquette du fort au 1/100e, destinée à l'exposition universelle de Paris en 1867. Il y a quelque chose qui relève de l'image nationale. On veut montrer qu'on est capable de le faire. C'est une démonstration du savoir-faire des ingénieurs de la marine. On construit cette magnifique maquette en pierre pour montrer que ce fort, dont on sait qu'il ne sert pas à grand-chose, est quand même magnifique, est quand même une réussite et porte la gloire de la nation. Mais construit dans le contexte des conflits avec l'Angleterre, et pour pallier au manque de puissance des batteries d'artillerie, Boyard devient inutile une fois la paix retrouvée, ou si les canons tirent plus loin. C'est ce qui ne manque pas d'arriver, quasiment dès son inauguration. L'artillerie a beaucoup évolué à partir des années 1850. C'est-à-dire qu'on passe du boulet de canon à l'obus, qu'on passe du canon à âme lisse au canon rayé, qu'on invente la poudre à la mélinite. Eh bien, les portées de tir sont décuplées. On n'a plus du tout besoin d'un fort intermédiaire pour couvrir la passe. Et donc ce pauvre Fort Boyard, quand il est enfin achevé après tant d'années de travaux, on n'a plus besoin de lui. Fort Boyard ne recevra jamais les 74 canons prévus. À la place, 30 pièces de 160 mm sont installées dans les casemates du rez-de-chaussée et sur la terrasse. Des rails sont posés afin de pouvoir les manœuvrer. Ils ne tireront jamais. En 1913, la maintenance du fort est abandonnée. En près de 50 ans, elle avait coûté un demi-million de francs, 1,5 million d'euros. Un gouffre financier. L'édifice est livré aux éléments. Ces canons sont récupérés en 1925 par des ferrailleurs. Fort Boyard est mort avant même d'avoir vécu. Mais ce lieu magique n'avait pourtant pas dit son dernier mot. Et l'histoire de sa renaissance est presque aussi rocambolesque que celle de sa création. C'est le fort commencé par Napoléon Ier, achevé par Napoléon III. On voit bien que c'est une affaire d'image, beaucoup plus que de puissance militaire. Et ça, c'est la grande marque de fabrique de Fort Boyard. C'est une star à l'image. Le 28 mai 1962, Fort Boyard est vendu aux enchères. La mise à prix est de 7 500 francs, 11 400 euros.
À l'époque, tout le monde pense que ce montant est largement suffisant pour un édifice totalement délabré, pillé régulièrement par des visiteurs indélicats. Les travaux à accomplir pour le rénover sont gigantesques. Mais à la surprise générale, un dentiste belge d'Avoria fait grimper les enchères jusqu'à la somme de 28 000 francs, près de 43 000 euros. Cette acquisition bloque tous les projets de sauvegarde et de réhabilitation du fort par l'association Les Amis de Fort Boyard. Un crève-cœur pour les amoureux du site, d'autant que le nouveau propriétaire se désintéresse vite de son château au milieu des flots. Il ne perdra pourtant pas son investissement. Considéré par beaucoup comme le fort de l'inutile, Boyard commence à trouver des rôles à sa taille dès la fin des années 60. Mais son destin et sa résurrection vont se jouer en quelques minutes. Produit en 1981, un des épisodes de l'émission La Chasse au trésor va changer le destin de Fort Boyard. Son producteur de l'époque, Jacques Antoine, mesure très vite le potentiel de ce site exceptionnel. Oui, Écoutez, j'ai le trésor. mais est-ce que vous l'avez trouvé dans les délais? Oui, je l'ai trouvé, attendez. Jacques Antoine, pour moi, c'est un génie de l'audiovisuel. Il avait eu cette idée parce que il y avait eu un film interprété magistralement par Delon et Lino Ventura qui s'appelle Les Aventuriers, qui a été tourné sur ce fort abandonné dans les années, je pense que ça doit être dans les années 60. Il y a toute une séquence comme ça où les deux sont sur le fort, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, vous avez comme ça le fort qui est investi par de la végétation, qui est craquelant, parce qu'il est à l'abandon. Et il avait vu ce film et s'est dit, cet endroit est magique. Persuadé qu'il y a là un terrain de jeu incroyable, en 1988, Jacques Antoine rachète au dentiste belge les lieux laissés à l'abandon. Montant de la transaction, 1,5 million de francs, 229 000 euros. Le pari est culotté, très culotté même. Mais Jacques Antoine ne s'arrête pas là. Quand Jacques Antoine, le producteur de Fort Boyard, récupère le fort, il est en piteux état. Comme le brise-lames qui le protégeait a été détruit, il est en pleine face avec les assauts de la mer. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas se permettre qu'il se fissure. Et donc, c'est des énormes travaux qui doivent être faits. Et ça, une société de production n'a pas la capacité de faire ça. Et donc, c'est à ce moment-là où il a cette idée de génie, c'est de donner pour 1 euro symbolique le fort à la Charente-Maritime qui, eux, s'engagent à restaurer le fort, moyennant le tournage évidemment de l'émission et la commercialisation de l'image du fort. Ce qui est d'ailleurs une très bonne affaire pour eux, puisque je crois qu'après le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, c'est l'un des monuments iconiques de la France. L'édifice est en ruine. Il va falloir l'adapter aux jeux télévisés que les producteurs ont en tête. Il lui fallait un endroit qui symbolise à la fois un peu la guerre. Il lui fallait la possibilité de créer des espaces de jeu et un mythe. Et le mythe de ce fort correspondait exactement à ce qu'il avait en tête. Donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Et puis, en 90, il tourne la première émission, présentée par Patrice Laffont. Et tout de suite, ça séduit les enfants et la famille, donc la fameuse écoute conjointe. Alors, est-ce que c'est un nouveau jeu? Est-ce que c'est de l'aventure? On ne sait plus très bien quand on fait une première visite. En tout cas, c'est tout à fait impressionnant. Bah, c'est un jeu et c'est une aventure. Un jeu qui se déroule ici, ça devient une aventure. La problématique, c'est que créer une émission de télévision, et ça peu de gens le savent, mais on est 140 sur le fort. 140 avec 35 heures de métier, qui vont de ceux qui s'occupent des aniveaux, aux décorateurs, à la sécurité, à la cantine, au personnel de production. Enfin voilà, il y a énormément de gens. Si les candidats m'entendent, merci de descendre à la cour, merci. Et le fort n'est pas fait pour accueillir, on va dire entre guillemets, du public. C'est une prison hostile et pas du tout un lieu de tournage d'émissions de télévision. Donc on va devoir, et il va devoir, avec la Charente-Maritime, construire beaucoup de choses, ne serait-ce que pour accéder. Il va créer une zone d'accostage, d'une certaine façon, pour des bateaux. Donc il crée une énorme passerelle. Pour y accéder, vous avez votre bateau qui s'arrime à une station offshore et on est élitreillé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur le bateau, se pose un panier. On monte dans ce panier-là et on est élitreillé pour arriver sur le fort. Et à ce moment-là, on a une passerelle
pour entrer dans le fort. Il va devoir aussi installer quand même des câbles de captation, puisqu'il y a des caméras, de la technologie, donc il y a tout un maillage de câbles qui doit respecter quand même le monument, donc on ne va pas trouer le fort. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Il y a une multitude de choses comme ça. Il y avait aussi, on a dû créer une station d'atterrissage pour un hélicoptère. Parce que c'est idiot, mais il y a des moments où vous ne pouvez pas naviguer, puisque la mer est trop déchaînée. Et à ce moment-là, il faut prévoir une évacuation d'urgence. Donc on évacue par les airs, par un hélicoptère. On a aussi la possibilité quand même de survivre dans le fort. Imaginez que ni un hélicoptère, ni un bateau, on peut nous vivre sur le fort pendant 24 heures. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Permettre l'accès du fort au public est impossible. On peut dire que c'est une première mondiale, quasiment. Ah oui, oui, vous pouvez le dire. Le jeu Les Clés de Fort Boyard est lancé le 7 juillet 1990, avant d'être simplement renommé Fort Boyard l'année suivante. Vous avez 50 minutes, pas une de plus. Le monde! Allez, Mike! Alors là, vous pénétrez dans l'univers de Fort Boyard et j'aimerais vous... Plus d'une trentaine de pays vont se succéder et tourner leur version de Fort Boyard. Välkomna till Fort Boyard. Benvenuti à Fort Boyard. Okej, då sätter vi igång. Bienvenue à Fort Boyard. Ja, först så har vi något till dig, herr Madsen. Welcome to the challenge for the keys to Fort Boyard. C'est un énorme succès audiovisuel dans ses versions étrangères. C'est produit depuis des années en Scandinavie. Les Américains sont venus, les Anglais sont venus, les Polonais, les Allemands. Il y a une aura incroyable. Au Maroc et en Russie, c'est le plus gros succès de la télévision marocaine ou russe, à tel point que Poutine en a parlé. Comme c'est le seul endroit qui existe comme ça dans le monde, en fin de compte, les pays étrangers sont bien obligés de venir dans cet endroit. Donc ça participe à la renommée du fort et de la Charente-Maritime. Sans l'émission La chasse au trésor et le courage de Philippe de Dieuleveux qui a failli se noyer ce jour-là, cette nouvelle émission de jeu au retentissement désormais planétaire n'aurait sans doute jamais vu le jour. Plus de 150 ans après son achèvement, cet édifice incroyable, fruit de la réflexion de générations d'ingénieurs et d'architectes, est devenu le terrain de manœuvre des plus pacifiques. Fort de l'inutile, né de nécessités stratégiques et de la folie des grandeurs de certains souverains, Boyard a trouvé sa vocation. Posé sur le haut fond dont il porte le nom, ce défi à l'océan, construit contre vents et marées, pourra encore continuer de nous faire rêver.